Ça s'entend. Lise, je voulais quand même revenir un peu sur cette, sur votre expertise de télépsychothérapie, parce qu'il y a peut-être encore des choses que vous pouvez nous dire sur les adaptations nécessaires que vous avez dû envisager et réaliser entre une consultation classique et la e-consultation. Alors, ah oui, merci. Et peut-être bien d'autres choses encore. Oui, alors effectivement, la télépsychologie, je dirais que c'est une partie du domaine de ce qu'on appelle la e-santé mentale aujourd'hui. Donc il y a quand même au niveau de la Fédération française des praticiens de psychologie un groupe qui s'est constitué pour réfléchir à ces questions-là. Alors nous, les psychologues, je rappelle qu'on travaille avec le code de déontologie, qui est un texte qui est produit notamment par cette structure, la FFPP. Et que dans le code de déontologie des psychologues, on n'a rien aujourd'hui qui permet de cadrer justement la question des consultations à distance. Donc voilà, ça illustre un petit peu la problématique dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on a des pratiques émergentes, mais bon, émergentes, elles sont là depuis au moins plus de 10 ans quand même. Et des textes qui forment les professionnels, sur lesquels les professionnels se fondent, qui ne correspondent pas à la pratique actuelle. Alors, pour revenir sur ma pratique en visioconsultation, c'est vrai que là, l'idée, c'était d'avoir un contexte qui permettait donc de favoriser le lien sans remplacer forcément le suivi classique, on va dire, avec le psychologue. Moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Est-ce que du coup, demain, tous les psychologues seront à distance? Est-ce qu'on ne pourra plus en rencontrer en vrai? Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas et je pense pas que ça soit l'objectif. Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment des régions en France, notamment, qu'on appelle des déserts thérapeutiques et où l'accès aux psychologues est très difficile. Donc, dans ces régions-là, on pourrait avoir un praticien tous les 300 km, ce qui reviendrait à faire entre 2 et 3 heures de trajet pour une séance qui dure entre une demi-heure et 45 minutes. Vous voyez ? Dans les cas de populations vulnérables, c'est presque maltraitant, j'ai envie de dire, d'exiger que le patient, toutes les semaines, doive se rendre aussi loin de chez lui pour voir le psychologue. Donc, dans cette configuration-là, on peut imaginer qu'il y aurait, si vous voulez, un suivi ponctuel en présentiel et un suivi plus régulier à distance, c'est-à-dire une complémentarité effectivement entre les deux modes de prise en charge, mais qui permettrait un vrai suivi, un suivi beaucoup plus régulier. Ça, c'est une première chose. Alors, une autre question qu'on m'a souvent posée, c'est par rapport aux personnes qui sont, par exemple, qui souffrent de ce qu'on appelle la phobie sociale, donc des personnes qui ne sortent pas de chez elles et qui, du coup, trouvent des psychologues en ligne puisque la relation est difficile en présentiel, justement. Est-ce que l'accès à la télépsychothérapie pour ces patients-là ne va pas renforcer, d'un certain point de vue, le symptôme? Est-ce que, du coup, ils vont encore moins sortir de chez eux? Alors moi, j'ai eu affaire à des patients comme ça, et c'est vrai que, là encore, le psychologue a énormément, je dirais, de pouvoir quand même dans la prise en charge. Votre expérience l'illustre très bien. C'est-à-dire que si le psychologue décide que c'est un objectif thérapeutique de se rencontrer dans son bureau avec ce patient qui a du mal à sortir de chez lui, et bien là, l'outil justement de télépsychothérapie devient un allié, parce qu'on peut communiquer avec ce patient qui n'irait peut-être pas du premier coup dans le bureau du psychologue, mais on peut l'amener justement progressivement à venir le rencontrer en vrai. Il y a plusieurs formes de télépsychothérapie, comme il y a plusieurs formes de psychothérapie. Donc déjà, de ce côté-là, il faut choisir de manière plus ou moins avisée son cadre de psychothérapie. Est-ce que je vais aller vers les thérapies cognitivo-comportementales? Est-ce que je vais aller plutôt vers les thérapies psychodynamiques? On parlait de mindfulness tout à l'heure. Enfin, il y a énormément de choses aujourd'hui. Donc il faut pouvoir choisir. Et puis, pour quel type de patient? Déjà, il y a la question de l'âge. Est-ce qu'on peut proposer une thérapie pour les enfants? Moi, je travaille beaucoup avec les enfants dans mon cabinet, et notamment pour la justice, pour le juge des enfants. Mais est-ce qu'on peut travailler en télépsychothérapie avec un enfant de 8 ans? Vous voyez, c'est une question que je me suis posée. Voilà. Et alors, à quoi on se réfère quand on se pose ce genre de questions? Au cadre légaux, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on peut recevoir un enfant de 8 ans dans un bureau sans l'accord de ses parents? Non. Donc déjà, c'est une première condition. Alors l'autre chose, moi, que j'ai repéré, c'est que finalement, l'entretien en vidéoconférence avec les enfants, c'est un outil qui me semble pas adapté, parce que l'enfant
a du mal en fait à rester, si vous voulez, face à la caméra. La relation finalement, je dirais, elle est trop pauvre, j'ai l'impression, pour des enfants petits, notamment au niveau sensoriel. Il y a quelque chose qui manque. On est dans l'image, il manque le corps. Alors déjà, voilà, la question de l'âge, les personnes âgées, on en a parlé tout à l'heure, la question de la fracture générationnelle par rapport au numérique. Est-ce que les personnes très âgées pourraient utiliser de la télépsychothérapie ? Bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous voyez, il y a beaucoup de grands-parents qui utilisent Skype, par exemple, sans problème avec leur famille. Donc à partir du moment où il y a une petite information sur l'outil, comment on s'en sert, il y a un accompagnement de l'usager, ça peut fonctionner. Ensuite, il y a la question des indications par rapport à la personnalité, par rapport aux troubles psychopathologiques. Est-ce que ça peut aller pour tous les patients ? Voyez, et là-dessus, on manque de chiffres, je dirais, sur le plan épidémiologique, parce que on a très peu de recul. Il y a beaucoup de chiffres secrets, dans le sens où il y a beaucoup de professionnels, comme je disais, qui travaillent un peu dans leur coin. Et donc, on a du mal, en fait, à savoir pour quels patients il faudrait surtout éviter. Moi, j'ai connaissance, en tout cas, de projets où on travaille avec des patients, même psychotiques, en télépsychothérapie. Vous voyez, il n'y a pas de problème particulier. Mais dans ma pratique personnelle, c'est des patients qui viennent en cabinet. Donc on est sur des choses, on va dire, pas très lourdes. Voilà. On parle de cet espace comme thérapeutique, on voit les dérives qui peuvent s'y produire. Bon, la question du rétablissement, c'est pas que la question du thérapeutique et des soins, c'est aussi la question du pouvoir d'agir, de l'information. Je crois qu'il faut quand même qu'on essaie de répondre à la question qui nous est posée, du côté de l'impact de cette nouvelle réalité sur la relation soignant-soigné au-delà de la question du thérapeutique et sur l'évolution du rôle des soignants. Je crois qu'il y a peu de soignants dans la salle, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'on envoie un message. Je crois qu'il y a des caméras. Sur l'impact, me semble-t-il, les usagers... D'ailleurs, je vous poserais bien une question si vous étiez d'accord. Est-ce que si vous avez rencontré, depuis, je sais pas, 4-5 ans, est-ce qu'un soignant, qu'il soit psychiatre ou pas psychiatre, vous a posé la question, est-ce que vous allez sur le numérique? Est-ce que vous connaissez des applis, des chaînes YouTube? Oui, est-ce tout que à fait. J'en ai discuté avec les psychiatres de l'équipe de Sainte-Mus à Toulon, en fait. D'accord. Donc on voit qu'il y en a certains qui posent la question. Ils s'étaient intéressés, mais c'est une question qui est assez émergente, en fait, qui date de quelques années, pas forcément de 4-5 ans, c'est plus récent, mais effectivement, oui. Il y a beaucoup d'usagers pas mes patients d'ailleurs, qui me racontent au départ surtout, ils ont plein de savoir, mais ils osent pas le partager avec leur psychiatre. Parce qu'ils ont très peur de la réaction de leur psychiatre qui va sentir ça comme une menace. En fait, je crois que l'impact sur la relation soignant-soigné va surtout et avant tout dépendre de la réaction des soignants. Et donc, c'est pour ça que la question de la formation, de l'information des soignants, elle est essentielle. Parce que souvent, d'ailleurs, les patients nous protègent. On croit qu'on est là pour les protéger et qu'ils ont toujours besoin de nous. Mais je pense que parfois, à l'inverse, ils nous protègent. Et dans cette question précise, je crois que les patients n'en parlent pas toujours parce qu'ils en savent bien plus que beaucoup de psychiatres au moins et bien plus que beaucoup de soignants en général. Et donc, ils n'en parlent pas parce qu'ils savent la réaction. Parce que voilà, ils savent que au lit ça existe, parce qu'ils savent qu'il y a telle structure qui s'est ouverte à Saint-Ouen sur la bipolarité avec un hôpital de jour où on fait parce qu'ils sont super connectés et que les psychiatres connectés, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a vraiment un travail à envisager du côté des soignants, aider les soignants à évaluer l'information et l'intégrer dans leur pratique. Comment conseiller des outils si on ne les a pas utilisés, par exemple? Alors moi, j'ai fait des petits tests ces derniers temps. Il y en a certains, je ne dirais pas le nom, une appli, par exemple, qui commence par un prénom, par un A, rétablissement et schizophrénie. Alors au départ, je n'ai rien compris. Après, j'ai compris. Vous savez, c'est les trucs autour, les habilités sociales, la vie quotidienne. Donc, je me disais, par exemple, cette appli, je la fais tester à Céline Le Tailleur. Je suis sûr qu'elle m'envoie le smartphone à la figure.
figure, parce que le truc c'était comment, qu'est-ce qu'il faut pour se laver les dents. Il me présente une cafetière au début. Bon, je me suis dit, je demande ça à Céline, voilà, elle va me dire que je me fous d'elle. Et après, c'était on répond oui ou on répond non. Sauf que quand j'ai répondu à côté de la plaque, ça me dit rien, ça m'apprend rien. Donc celle-là, je me suis dit, parce que c'est quand même, il y a 325 000 applications santé dans le monde, je ne veux pas dire psychiatrique. Hein. Après, je finirai par la question de la représentation des soignants sur le net. Actuellement, la participation, elle est faible, elle est hasardeuse, elle est parfois périlleuse, et elle est essentiellement centrée sur la formation continue et sur la collaboration professionnelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'études sur la présence des soignants sur le net. Moi, j'en ai pas trouvé, sauf pour la partie médecin. Au Canada, ce serait 8,5%. En France, on n'a pas de recommandations là-dessus. On a juste des focus sur les risques. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous risquez ça. Alors bien sûr, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Voilà ce que vous risquez à être sur le net, et il n'y a aucune information sur comment faire. Les études qui ont été faites montrent que ce sont surtout des hommes, je parle des soignants, qui interviennent sur des thèmes actualité scientifique, information médicale, démystification, et parfois avec un objectif promotionnel. Quand on travaille dans le privé, il peut y avoir des objectifs promotionnels. C'est un peu compliqué d'y être parce que, ça demande du temps. Deux, il faut être sûr, parce qu'on y est en tant que professionnel, que l'information, on va un peu la valider. Donc, il faut aller chercher de multiples sources. Il faut qu'on reste crédible. C'est toujours s'abstenir de donner des conseils personnels. Moi, sur LinkedIn, il y a une jeune femme en Pologne qui me disait « Docteur Liège, je suis dans un hôpital psychiatrique, il donne tel traitement. Voilà, il faut appeler mes psychiatres. » Je lui ai dit « Je ne donne pas conseil personnel. Bon, parlez à vos psychiatres, mais voilà, elle n'était pas tout près. Je crois que c'est pas le lieu pour ça, parce qu'il faut se donner des limites. Et donc, du côté des soignants, comment peut-on faire pour qu'il y en ait plus ? Outre les recommandations, il faut effectivement un accompagnement, une formation, que ce soit une activité reconnue. Voilà, est-ce que c'est normal ? Alors, il faut des gens un peu investis, un peu militants, mais voilà comment on pourrait faire en sorte que cette activité soit reconnue. Pour l'instant, pour moi, il y en a peut-être 2 ou 3, il y a Patrick bien sûr Stern, mais il y a un métier de médiateur en santé numérique. Il y a des pères aidants, tant mieux, et ils sont essentiels, mais il faudrait des médiateurs en santé numérique avec d'autres compétences professionnelles. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour ma part, à être sur le numérique, j'ai des avantages. Alors, pas en termes financiers, parce que je travaille que dans le public et le médico-social. Donc, voilà, je suis toujours payé pareil. Que je vois 0 patient ou 30 patients dans la journée, c'est pareil. Par contre, ça m'apporte à la fois un regard réflexif sur les pratiques de soins. C'est-à-dire que moi, au départ, il y a 7-8 ans, j'ai beaucoup appris, par exemple, pour le trouble bipolaire, sur Bipote. J'allais sur Bipote et j'ai appris plein de trucs, quoi. J'ai appris plein de trucs parce qu'il y avait plein de choses que soit les patients me disaient pas, soit que je savais pas parce que j'avais pas eu l'expérience. C'est mieux aussi mieux connaître les ressources disponibles, et ça on s'entraide, j'allais dire. C'est me sentir bien moins menacé par les patients quand ils évoquent ces ressources. Au contraire, je leur dis plus vous en savez, mieux c'est. Et si vous pouvez m'en apprendre, je suis ravi. C'est mieux comprendre les attentes des patients. C'est participer à ma petite place à l'éducation thérapeutique, l'éducation et la prévention en santé, ce qui est une chose essentielle. Et c'est aussi essayer de sensibiliser les soignants, surtout les usagers aussi, mais surtout les soignants sur LinkedIn, au débat scientifique, aux enjeux de santé publique, et pour moi, entre autres, et d'autres, bien sûr, à la question de la réhabilitation psychosociale. Donc on voit qu'il y a un enjeu important. Pour l'instant, les gens, voilà, c'est de l'investissement personnel, c'est un métier qui n'existe pas, sauf du côté de quelques pères aidants, mais très peu nombreux quand même. Et quid de l'avenir ? Mais je pense qu'on a une responsabilité, nous les soignants, à y être.